Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 15e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, la 12e manche du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix du Castellet. Empêche-nous! Je commencerai par vous faire une petite présentation du circuit et ensuite on verra les essais, les qualifs et la course. Et ça, c'est tout de suite! Ah, le circuit du Castellet, oh les gars, le Paul Ricard, c'est la maison là. J'y habite, je les entendais, je les voyais, ils étaient tous là. Vous savez quoi, ma mère, elle a croisé Daniel Ricciardo en allant faire des courses. Y a pas rien là. Le circuit Paul Ricard, c'est les cigales, c'est la Provence, c'est le Pastaga et par-dessus tout, la star du week-end pour moi, c'était lui. Il y avait beaucoup de gens au Paul Ricard, un petit peu plus de 200 000 cumulés, c'est pas dégueulasse du tout. Nos petits Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, étaient à la fête, évidemment, ils jouaient à domicile et ça, c'est toujours chouette. Un autre qui était presque à domicile, c'est Charles Leclerc. Il est monégasque, ok, mais enfin... Pour nous, ouais, c'est un Français, ça va, ça passe. Le tracé du Paul Ricard est considéré de équilibré à rapide. Il est globalement très rapide, le rythme embarqué est impressionnant. Quand on pilote sur ce circuit-là, on est toujours en train de taper dans l'accélérateur et ça c'est bon, les pilotes ils adorent ça. Le secteur 1, il est moyennement rapide. On attaque par une chicane, les S de la verrerie. Un gauche-droite qui se prend en 4-5. En Formule 1, c'est impressionnant. Les mecs, ils balancent la voiture dans les virages. Ça colle au pavé. C'est incroyable. Et ensuite, on se dirige vers le virage de l'hôtel. Et on finit tout au bout du circuit avec un virage très lent. Le virage de la Sandbom. La Sandbom, c'est la petite montagne qui est là-bas derrière. Juste à côté de Sant'Ocagula, ceux de Milieu. Le secteur 2, il est particulièrement simple. C'est une ligne droite. Voilà, la ligne droite du Mistral. Pourquoi le Mistral? Parce que quand on est sur cette ligne droite, on a le Mistral qui nous pousse dans le dos. Et ça, à l'époque, ça faisait prendre des VMAX aux voitures impressionnantes. Depuis les temps modernes, on a coupé la ligne droite du Mistral en deux avec la chicane nord. Le but, c'est de pas déjà boucler le circuit en moins d'une minute, parce qu'avec les F1, sinon ça gazerait trop. Et à l'accélération, à la sortie de cette chicane, ça nous permet des dépassements qui sont très intéressants. Le secteur 3, lui, on l'attaque rapidement et on le finit tout doucement. On l'attaque rapidement avec un virage à fond, le virage de Signes, et on s'enfile dans le double droit du Bossé. Le double droit du Bossé, il se referme petit à petit à piloter, il est génial. Ce virage là, il a un léger banking qui nous ramène vers l'intérieur et c'est flambant à piloter. Derrière ça, on a le virage de Bandor. Bandor, c'est une île qu'avait acheté Paul Ricard juste à côté de Bandol, juste au large de Bandol, mais on la voit largement du bord, on peut y aller à la nage si on a envie. Le Bandolou. Et on finit avec le virage du lac et celui du pont. En effet, c'est un pont, on passe dessous en voiture pour accéder à l'arrière du circuit. Maintenant qu'on a fait connaissance avec le circuit Paul Ricard, on va voir ce que les pilotes ont donné ce week-end. Les séances d'essai se sont bien déroulées, c'est un circuit maintenant où il n'y a plus de gravier. Beaucoup de dégagement, donc ça permet de faire des petites erreurs et de se tester sans trop abîmer la voiture. Les premiers à s'être testés ce week-end, c'était Mercedes. Ils sont arrivés sur le circuit avec une hype pas possible. Tout le monde les donnait gagnants au Paul Ricard depuis une semaine et demie. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas compris pourquoi on les donnait gagnants. Certes, ils apportaient des améliorations, ok. Enfin, quand même, de là à les donner gagnants, devant, il y a Red Bull et Ferrari, les gars. Alors ok, vous arrivez avec des nouvelles pièces aéro et tout, mais enfin, pour moi, c'est quand même compliqué de rattraper leur écart en une seule fois. Quand on prend en compte que les deux autres continuent de progresser aussi. D'ailleurs, très vite, sur le circuit, on se rend compte que c'est pas encore ça. Ils arrivent avec une voiture qui semble être meilleure, c'est ok. Par contre, elle est rigide, tellement rigide, qu'au virage de la Sandbom, dans le petit trou qu'il y a, Russell, quand il le passe, la roue, elle se soulève carrément du sol, tellement la voiture est rigide et qu'elle n'épouse pas la piste à cet endroit-là. C'était impressionnant. On va peut-être leur laisser un petit peu de temps et de setup pour se faire à ces nouvelles pièces. Ils vont peut-être nous surprendre dans la suite de la saison, ce serait vraiment cool. Pérez, toujours dans le secteur numéro 1, a testé les limites. Il les a testés, il les a trouvées, et puis même il est allé un petit cran au-delà. Il s'est fait un joli tête à queue en essayant de voir jusqu'à quel point on peut bouffer le vibreur à ce virage-là. Eh ben, un petit peu moins que ce qu'il a fait là. Toujours pareil, le tracé du Paul Ricard, il est très lisse et les voitures ont tendance à être très rigides pour gagner en appui et en performance. Mais le fait est qu'à un moment donné, les vibreurs, ils ont beau pas être très hauts, et ça reste des vibreurs quand même. La dernière image que je voulais vous montrer, c'est Schumacher, Mick Schumacher qui arrive au double droite du Bossé après la longue ligne droite du Mistral, le virage de Signes qui se prend à fond. En Formule 1, c'est pied planche. Il arrive dans le double droite du Bossé, la voiture lui échappe direct, il part dans une tête à queue monstrueux
Et on voit l'efficacité de ces bandes bleues et plus loin de ces bandes rouges sur le bord du circuit. Ça stoppe bien sa voiture sans l'endommager. À mon avis, il a flippé. Et en tout cas, ça touche pas. Comme on l'avait prévu, on retrouve Ferrari à l'aise dans le secteur 1 et le secteur 3, les secteurs avec les virages, et Red Bull très performant dans la grande ligne droite du Mistral. Jusque là, on le savait déjà. On est samedi après-midi, c'est le moment des qualifs, un soleil de plomb, ici on appelle ça le cagnard. Et les deux premières déceptions viennent de Gasly et de Ocon. Gasly se fait sortir en Q1 alors que Tsunoda va jusqu'en Q3, il se placera 8ème sur la grille. Ocon se fait sortir en Q2 alors que Alonso, son coéquipier, ira jusqu'en Q3 et se placera 7ème sur la grille de départ. C'est dommage pour les deux petits Français, mais on les soutient quand même, vous savez quoi, on les aime nos Français et c'est comme ça. Il n'y a pas plus chauvin qu'un Français, à part les Italiens en Formule 1, il n'y a pas plus chauvin. Allez, allez, allez. On sait déjà qu'à la course du lendemain, Sainz partira dernier. En effet, si vous vous rappelez ce qui lui est arrivé au circuit du Red Bull Ring, sa voiture a pris feu et on a changé tout le bloc moteur. Pénalité, 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 il prend 20 places de pénalité, quoi qu'il arrive, il part dernier. Pour autant, il fait les qualifs et d'ailleurs, il s'en sort plutôt bien, il a un bon rythme. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il fait ses qualifs. Quand on arrive en Q3, on a très vite la réponse. Il part quelques secondes avant Leclerc et s'arrête quasiment sur la piste à la sortie de la chicane qui coupe la ligne droite du Mistral. On se demande ce qu'il fout jusqu'à ce que derrière lui arrive Leclerc. Et au moment où Leclerc rentre dans la chicane, lui repart. Quand Leclerc sort de la chicane, il a une aspiration, les copains, monstrueuse. Il est à l'arrière de Sainz et c'est génial pour lui. Ce bout de ligne droite là, non seulement il n'y a pas de DRS, mais en plus de ça, elle est en légère montée. Et ça, l'aspiration à ce moment-là, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est une excellente idée de la part de Ferrari et c'est très bien exécuté par Sainz et Leclerc. On voit qu'à ce niveau-là, au moins, l'écurie fonctionne bien et que Sainz se prête facilement à ce genre d'exercice et c'est très chouette. Alors que Verstappen et Leclerc étaient dans les mêmes centièmes en Q2, cette fois, pour la Q3, Ferrari sort le grand jeu et Leclerc s'impose avec plus de 3 dixièmes d'avance. Alors on se posera toujours la question, qu'aurait fait Leclerc sans cette aspiration et quels auraient été les écarts entre lui et Verstappen? On le saura jamais, mais vous savez quoi, c'est pas grave, on va quand même assister à un super Grand Prix. De toute façon, on n'arrête pas de le dire, Leclerc cette année, c'est Mister Qualif. Hein. C'était Russell l'année dernière, cette année c'est lui. Il enchaîne les pôles, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Il est ultra efficace dans cet exercice-là, ça me rappelle un certain Lewis Hamilton. Et nous voilà rendus dimanche après-midi, cette fois ça y est, on y est, il fait toujours très beau, ça c'est ok, il fait toujours très chaud, ça c'est normal, les voitures sont sur la grille et c'est l'heure du départ, c'est parti. Leclerc et Verstappen font un bon envol, tous les deux restent l'un derrière l'autre sans souci. Perez se fait surprendre par Hamilton qui a pris un excellent départ et Alonso, encore une fois, il partait 7ème et il se retrouve 5ème, il gagne 2 places avant le premier virage. C'est beau, c'est propre, ça fait toujours plaisir. Cette année, ça se passe très bien pour lui, les départs, c'est toujours la même chose, c'est incroyable. On se retrouve donc avec Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez, Alonso et Russell. Autant le départ s'est bien passé, autant dès qu'on arrive à la chicane nord, alors là c'est un petit peu plus compliqué et malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué pour notre Français. Je sais pas vraiment ce qui lui prend. Il tente une attaque sur Tsunoda à un moment et un endroit où c'était pas nécessaire. Il aurait pu se le faire à la réaccélération juste derrière. Il escamote le vibreur, ça le renvoie directement dans le fond plat de Tsunoda. Course terminée pour Tsunoda. Et lui, c'est compliqué. Déjà, ça part mal, quoi. Ça part avec des contacts, c'est pas propre. Devant son public, c'est dommage. Cette année, je le trouve souvent impliqué dans des petits accrochages comme ça. Ocon, c'est quand même dommage. On a l'impression qu'il surjoue un peu. Après seulement 6 tours, les deux premiers s'échappent largement des autres. Hamilton derrière ne se tient pas le rythme et Perez n'arrive pas à le doubler. Mais pour autant, Verstappen ne lâche rien sur Leclerc. Il arrive difficilement à le suivre dans les virages entre le dirty air et le fait que la Ferrari soit meilleure. Mais alors dans les lignes droites, il revient comme un boulet de canon. Il se porte à sa hauteur une fois ou deux, mais il n'arrive pas à le passer. Et ça dure comme ça jusqu'au tour numéro 16, jusqu'à ce que Verstappen s'arrête au stand pour faire l'arme préférée de Red Bull, l'undercut. À partir du moment où Max repart, on s'aperçoit que ses chronos sont bons et qu'il gagne du temps. À ce moment-là, Ferrari n'a que quelques tours pour s'aligner. Pendant ces quelques tours, il faut que Leclerc fasse des temps canons. Le but du jeu, c'est qu'une fois que Leclerc s'arrête, il soit toujours devant Verstappen. Et 2 tours après, à un moment donné, on voit ça. Aïe aïe aïe, une Ferrari arrêtée et c'est celle de Leclerc. Ah, à ce moment-là, on croise tous les doigts pour que ce soit Sainz et que ce soit pas grave. Mais malheureusement, il arrive au double droite du bossé. L'arrière lui échappe complètement. Il attaquait fort pour rester devant Verstappen et sûrement trop fort. Je vous laisse écouter sa réaction et je vous l'explique tout de suite derrière.
Are you okay? I cannot throttle. Déjà, le l'ingé course qui prend la radio, le mec, il est tremblant. Hein. Ça va? Ça va? Ça va? À partir du moment où il ouvre le micro, il sait qu'il va prendre la foudre. Juste, il est obligé de poser la question. Pusher. Ensuite, Leclerc donne un message sur son accélérateur. J'arrive pas à trouver l'accélérateur, il dit. À ce moment-là, on se dit tous que c'est un remake du dernier Grand Prix où il avait eu des problèmes d'accélérateur. Pas du tout. C'est pas du tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il passe la marche arrière et qu'il accélère, électroniquement, l'accélérateur ne se déclenche pas parce que la voiture est un petit peu coincée dans la barrière et le couple que ça demande, ça met la voiture en rideau. Voilà, basta, c'est pour ça qu'il dit ça. Et tout de suite derrière, il comprend que la course est finie alors qu'il était plus ou moins dans un fauteuil. Il allait faire premier ou deuxième dans le pire des cas. Et là le cri de rage, c'est rude, hein. Là, c'est rude et c'est vrai que y a tout le monde qui est deg. Les spectateurs sont deg, les téléspectateurs sont deg. Le monde entier a réagi à ce cri-là. C'est vrai que c'était triste, c'était dur à entendre. Et pour le coup, heureusement, à la limite, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et c'est déjà pas si mal. Je sais pas ce qui se serait passé dans sa tête si cet abandon-là était encore une fois dû aux erreurs de Ferrari. Quoi qu'il arrive, ce cri-là, c'est un moment qui restera dans la légende de la Formule 1. Dans 30 ans, on nous passera encore les images et on nous refera entendre ce cri-là, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, la course continue, cette sortie de piste-là provoque un safety car, c'est normal. Qui dit safety car dit ravitaillement, Sainz rentre au stand et là... Alors là, c'est guinguette. Ferrari, ils savent pas. Déjà, l'arrêt, il est bidon, ça dure des plombes. Et au moment de le relâcher, oui, non, le mec à la sucette, il va, il vient. Et au moment où il le relâche, c'est le pire moment possible. Pile quand il y a la voiture qui arrive, l'autre voiture qui arrive. Ça, en Formule 1, les amis, ça s'appelle un unsafe release. Vous pouvez traduire ça par un relâchement non sécurisé. Et l'unsafe release, c'est 5 secondes de pénalité. Bam! Ah là, ça discute même pas, c'est vite vu. Hein. Ils ont mis ça en place pour éviter qu'à un moment donné, on relâche les voitures n'importe comment et que ça finisse en strike dans les mécanos de l'écurie devant. D'ailleurs, je vous remets l'image vite fait. Le mec de chez McLaren, il a vite fait de lever la roue, je vous le dis. Parce que alors là, ça passe fin quand même l'histoire. Hein. Donc voilà, Sainz, il prend 5 secondes à son prochain arrêt. La course, elle est finie aussi pour lui. Au tour numéro 20, green flag. On relance la course, c'est reparti. Hamilton se retrouve donc second. Et clairement, il tient pas le rythme de Verstappen. Hein. Verstappen, en quelques virages, il prend de l'avance. Et en quelques tours, on le reverra plus. C'est fini, il est devant. Il va gagner largement devant. C'est ok, c'est plié pour lui. Par contre, malgré sa pénalité, Sainz se fait plaisir, il se retrouve en pneu médium quand tout le monde est en pneu hard et il se retrouve aussi derrière des voitures moins puissantes que les siennes. Alors il nous fait une belle remontada là comme ça, il double à tout va et c'est chouette. Il se fait Alonso et plus tard il se fait Russell. C'est plutôt bien fait, c'est propre, c'est culotté, on sent que voilà. Le mec, il est là, hein, pour le coup, on lui a souvent reproché d'être un petit peu absent, là il est là sur la piste. D'ailleurs, quand on voit son rythme, on se dit que c'est bien dommage que 1, il partait dernier, et que 2, il y a eu encore un problème dans les stands et qu'il prenne 5 secondes de pénalité, parce que vraiment, il aurait pu avoir des chances de podium largement, peut-être même de deuxième place. Au tour numéro 41, il est remonté dans les échappements de Pérez. Mais alors là, c'est plus la même. Devant, c'est une Red Bull. En ligne droite, c'est un avion de chasse. Il n'arrive pas à la doubler, il trouve pas la solution. Alors ça discute avec les stands, arrêt, pas arrêt, machin. 41e tour sur 53 tours. Déjà, honnêtement, c'est un peu tard pour repasser des médiums parce qu'il n'aura pas le temps de vraiment les bouffer, de vraiment utiliser leur capacité. Et plutôt que de perdre du temps derrière Pérez, moi, perso, je l'aurais arrêté il y a déjà 3 tours. À peu près 3 tours pour qu'il lui reste une bonne quinzaine de tours pied planche pour pouvoir remonter et faire la différence. Quoi qu'il arrive, Ferrari ne bronche pas. Bon, bah tant pis. Alors lui, à un moment donné, il y va, dernier secteur, il attaque, il fait une manœuvre splendide par l'extérieur au virage du lac pour se plonger à l'intérieur au virage du pont, c'est splendide. Mais ce qui est moins splendide, c'est qu'à ce moment-là, il y a la radio qui s'allume et le mec il lui dit « Ouais, c'est bon, tu peux rentrer au stand. » Oh putain. Ah non, mais lui, il devient fou dans son casque, il fait non, mais pas maintenant, quoi, pas maintenant, là, je suis un peu occupé, vieux. Et à Ferrari, pour le coup, alors c'est pas une vraie erreur, mais oh la vache, les mecs, ils sont pas là ou quoi? Ils voient pas la course comme nous, c'est pas possible, quoi. Ils sont garés, frein à main, ils font cuire des merguez dans les stands, les gars, quoi. C'est dur, hein. À la base, je vous le dis, hein, je suis supporter de Ferrari, mais là, je les supporte plus, voilà. Et la vérité, c'est que c'est dur. C'est dur de les voir faire 10 conneries par Grand Prix comme ça. Ah, j'ai envie de me tailler les veines sur mon canapé à tous les Grands Prix. Mais pour le coup, même avec ce dépassement, il doit rentrer au stand le tour suivant, puisque quoi qu'il arrive, ses pneus ils sont arrivés au bout de leur vie et il ne pourra pas faire les 12 tours restants, ça c'est sûr.
Pendant la bagarre entre Sainz et Perez au tour d'avant, il y a un petit malin, juste derrière, qui en a profité pour se rapprocher de Perez. C'est Russell, il sort de nulle part, on l'avait un petit peu oublié. Et là, d'un coup, quand Sainz rentre au stand, il se retrouve dans les échappements de Perez. Alors mon père, ce héros, avec son langage bien fleuri à lui, il m'a dit la dernière fois, Russell, il fout la merde dès qu'il est quelque part. Je vous jure, il me l'a dit comme ça. Et encore là, j'ai dû le corps parce que bon, quand même, Alors depuis, j'ai l'œil sur lui. Eh ben, c'est pas faux, c'est pas faux. Autant en début de saison, je le trouvais super propre quand il n'avait rien à prouver et que Hamilton était complètement aux fraises. Autant depuis qu'Hamilton s'est repris et que la Mercedes est devenue un peu compétitive, il surjoue, il surjoue. Et là, pour le coup, il nous tente un dépassement sur Perez, mais pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Ça s'appelle un dive bomb. Dive bomb! Ah, c'est une manœuvre kamikaze, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le gars qui était devant le voit pas arriver, bah il plie les deux voitures sec et net. C'est pas sans rappeler un certain Max Verstappen à ses débuts, et honnêtement, à ce moment-là, j'aimais pas du tout sa façon de faire déjà. Alors moi, je vous le dis, les tondeuses, hein, si vous me faites un truc comme ça, je vais me mettre à crier, un colère toute rouge et tout, là. Ah non, ça, c'est pas sportif, c'est pas beau. Et le pire, c'est que derrière, Russell, il dit « Ouais, mais j'avais ma roue avant à la hauteur de sa roue arrière, blablabla. » Ouais, mais enfin... Il y a une différence entre fermer une porte comme un sauvage et faire une attaque juste pour se mettre devant pour que le gars puisse pas prendre le virage. Si moi je suis commissaire, c'est 5 secondes d'entrée. Là, le fait est que Perez s'y attendait. D'ailleurs, il a défendu un petit peu le milieu de piste et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité. C'est parce qu'il le savait, Perez, ce qui allait se passer. Et la touchette étant très légère, il n'y a pas de dégâts sur une monoplace ou sur une autre. Personne n'y perd. Les deux repartent dans le même ordre qu'avant l'incident. Donc, il n'y a pas de raison finalement de pénaliser qui que ce soit. Mais le problème, c'est qu'à faire ça, je pense qu'on va encourager Russell à faire ce genre de manœuvre et ça aura tendance à péter des voitures pour rien et à casser du spectacle pour pas grand chose. Le Grand Prix va pour s'achever, Verstappen est toujours loin devant, Hamilton deuxième, il est peinard, troisième on retrouve Perez et juste derrière lui Russell. Au tour numéro 49, Guan Yu Zhou, il tombe en panne. Bon ben voilà, voiture garée à la sortie du virage de la Sandbomb, mauvais endroit mais pas loin d'un échappatoire, Virtual Safety Car. Le Virtual Safety Car, je vais vous l'expliquer une fois pour toutes, c'est pour remplacer un safety car et que ça prenne moins de temps pour relancer la course. Quand il se passe un incident, que la voiture peut être évacuée rapidement, mais qu'il faut quand même que des commissaires interviennent sur le bord de piste, plutôt que de mettre un safety car où la procédure prend à minima 5 tours pour être relancée, on met un virtual safety car. À ce moment-là, sur l'écran qui est sur le volant des pilotes, la FIA affiche un delta. Ce delta de temps doit correspondre à le chrono de base moins 40% de la vitesse. En gros, on fige les écarts entre tout le monde et tout le monde doit tourner 40% moins vite que le temps de référence qui est fixé par la FIA, machin. Donc en gros, tout le monde lève le pied quand la case elle s'allume verte avec plus quelque chose, c'est ok. Quand on va trop vite, poum, ça passe en rouge et on sait à de combien de dixièmes on est trop rapide au tour. C'est déjà pas super simple à comprendre, alors à appliquer dans la voiture, on n'a pas que ça à faire. Mais bon, pour le coup, ils commencent à avoir l'habitude, les pilotes, ça fait quelques années, c'est ok. On évacue assez rapidement la voiture de Guan Yu Zhou et à la relance, il se passe ceci. Il y a Russell, il dépose Perez sec et net, bam, oh, il passe devant. Sur le coup, on se dit tous, ah, mais attends, il est reparti plus tôt, il a grugé, il y a un problème sur la Red Bull. Non, non, rien du tout. En fait, il a été très malin, Russell, sur ce coup-là. Ce qu'il s'est passé, c'est que au moment où la course allait être relancée, Perez, lui, s'est aperçu qu'il était un peu trop rapide. Il a été obligé de freiner. Et au moment où il a freiné, Russell, lui, il avait pris un peu de marge et il a accéléré. Et en fait, ce delta de vitesse, ça a permis à Russell de sauter Perez en quelques mètres seulement. Mais pour autant, il s'est passé un petit quelque chose de particulier pendant ce Virtual Safety Car. Normalement, entre 10 et 15 secondes avant la fin du Virtual Safety Car, la FIA fait une annonce radio à tous les pilotes en même temps pour leur dire que la course va repartir. On ne sait pas exactement dans combien de temps, on sait que c'est compris entre 10 et 15 secondes. Ça évite de commencer à accélérer à 8 secondes. Voilà, ça créerait d'autres problèmes. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu la première annonce, l'ordinateur de la FIA, il a planté sec et net. Alors, il a rebooté, truc de sécurité, blablabla. Et là, tout le monde s'attendait, et puis ça passait pas vert, ça passait pas vert. Et en fait, il y a eu une deuxième annonce. Et là, les pilotes, il y en a certains, dont Perez, qui s'est mis à dire « Attends, il y a un problème, ça parle au stand. » Et en fait, il était plus vraiment concentré et il s'est retrouvé un peu trop rapide. C'est pour ça qu'il a dû freiner, alors que Russell, lui, avait pris de la marge, se disant qu'il allait réaccélérer fort pour gagner de l'élan. L'un dans l'autre, c'est une belle manœuvre de la part de Russell qui s'empare de la 3e place. À l'arrivée, Verstappen s'impose largement, il était dans un tapis rouge, le tapis rouge avait été peint par Ferrari.
il n'a pas connu de problème, ça s'est bien passé, il gagne, c'est normal. Et derrière lui, on retrouve Hamilton sur la deuxième marche du podium et Russell sur la troisième marche. Les deux Mercedes sur le podium, on ne s'y attendait pas vraiment. Honnêtement, ils n'ont pas les performances pour le faire à la régulière. Par contre, comme on le disait en début de saison et comme on l'a dit jusqu'ici, dès que les deux écuries de devant vont avoir des problèmes, c'est eux qui vont ramasser, c'est sûr à tous les coups. On notera que Ocon finit quand même 8e. C'est pas génialissime, mais enfin, c'est pas mal compte tenu du début de course qu'il a subi. Donc on va se contenter de ça et ça nous fait plaisir de voir un Français à l'arrivée. On notera que dans le top 10, on retrouve les deux McLaren et les deux Alpine et ça c'est plutôt cool. On va se quitter avec un petit point sur les classements. Alors là c'est sans appel, hein. Maintenant Verstappen il est loin devant, 63 points d'avance. C'est gigantesque, ça fait 2 victoires, il y a 2 grands prix, il peut rester à la maison, c'est pas un problème. Et il a encore de la marge là-dessus. Là honnêtement il reste dimanche dans la saison. Ça va être compliqué de revenir sur lui. Alors la F1 peut être très surprenante. 2 abandons, ça se fait très vite. Ferrari nous le montre à peu près à tous les week-ends. Mais ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens. Ça, c'est du déjà vu. Cela dit, à ce stade-là de la compétition, c'est très favorable pour lui. Au niveau constructeur, c'est bien la même chose. Red Bull est bien en tête. Ferrari deuxième. La Ferrari est plus rapide. Et ça pique. Parce qu'ils ne sont pas premiers. Ça montre juste une chose, c'est qu'en Formule 1, il ne s'agit pas seulement d'avoir la voiture la plus rapide, il faut aussi avoir une voiture fiable et des pilotes fiables. Parce que là, chez Ferrari, quand c'est pas l'équipe qui fait des conneries, c'est la voiture qui casse, et quand c'est pas la voiture qui casse, c'est le pilote qui fait des conneries. L'un dans l'autre, eh ben ça ne fonctionne pas encore. On croise les doigts pour avoir un championnat le plus disputé possible jusqu'à la fin de la saison, mais pour le moment, un gros avantage à Red Bull et un gros avantage à Verstappen. Et voilà les tondeuses, c'est tout pour ce journal de la F1. On se retrouve dès le week-end prochain pour le Grand Prix du Hungaroring. Ça va être génial aussi. Ça peut être une course très disputée comme une course parfaitement insipide. Alors, on va jeter la pièce et on va attendre dimanche prochain. Allez, salut!